L'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale, l'adoption des conclusions de l'audit réalisé au titre des dettes de l'État vis-à-vis des opérateurs économiques, ce sont là les principaux sujets abordés lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel. Une convention cadre vient d'être signée entre l'administration financière publique représentée par le Trésor et l'association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. Ce partenariat devrait permettre de financer la commande publique. Dans l'actualité judiciaire, 15 personnes sont suspectées de meurtre, d'assassinat, de vol et de complicité dans l'assassinat du général Robert Guéhi. Les noms de ces personnes ont été rendus publics ce mercredi par le magistrat colonel Ange Kessi Kwame. Et puis à l'étranger, le Grand Sud de Madagascar a été touché par une grave sécheresse ces 6 derniers mois. On ne parle pas encore de famine, mais au moins une quinzaine de personnes, dont des enfants, sont morts de faim et 200 000 personnes en situation de difficulté alimentaire aggravée. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Assure également Ecoplus qui, ce soir, mène à la porte de Versailles de Paris. C'est là-bas que s'est tenu le Salon de l'agriculture de Paris. Le rendez-vous annuel du monde des agriculteurs s'est tenu, vous le savez, du 21 février au 1er mars dernier. 22 pays avec en tête la France ont célébré l'agriculture, son présent et son avenir à travers le thème « L'agriculture en mouvement pour nourrir le monde ». La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, a honoré ce rendez-vous annuel. Vous le verrez dans Ecoplus, à suivre dans une quinzaine de minutes. L'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale, l'adoption des conclusions de l'audit réalisé au titre des arriérés de dette dus par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010. Ce sont là les principaux sujets abordés lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État. Le compte-rendu de Viviane Haïm. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 11 mars sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a proposé l'abrogation de certaines dispositions de la loi électorale qui a servi pour l'organisation des élections de 2010. Le Conseil a tiré les enseignements du processus qui a prévalu avant les élections de 2010. Et il s'est agi de prendre ce qui ne figurait pas formellement dans la loi, et c'est toutes les dispositions pragmatiques qui avaient été prises pour permettre que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et il s'agit dans le même temps donc d'ignorer les dispositions qui, à l'époque, posaient problème aux acteurs. Le Conseil des ministres a aussi été informé des conclusions de l'audit qui a été réalisé au titre des arriérés de dette dus par l'État à ses fournisseurs et prestataires de services pour la période allant de 2000 à 2010. L'audit des arriérés qui a été diligenté par le gouvernement pour s'assurer donc de la réalité des dettes qu'il avait vis-à-vis d'un certain nombre d'opérateurs économiques a concerné en tout 356 milliards de francs CFA. 356 milliards de francs CFA, audit réalisé évidemment par des cabinets privés indépendants. Et les conclusions de ces audits ont permis de valider 152,9 milliards de francs CFA, dont la grande partie est constituée par des dettes fournisseurs, soit 98,3 milliards de francs CFA. Il y a donc 203 milliards de francs CFA qui ont fait l'objet de rejet. Dans certains lieux, des hôpitaux ont été créés, ont été construits. Mais sur place, il n'y a pas d'hôpital. Des équipements de laboratoires, d'opérations, des équipements dentaires, des chirurgies dentaires, etc. ont été livrés. Il n'y en a pas. Partout sur le territoire national. Donc, j'allais dire, ce sont des choses concrètes qui ont été vérifiées de façon totalement indépendante par ces cabinets qui ont été mandatés. Conformément au projet décidé précédemment en Conseil des ministres de l'ouverture d'un chenal au carrefour de l'Indénié et de la construction d'un pont qui reliera Cocody et le plateau, le Conseil des ministres a été informé du démarrage effectif des travaux qui vont coûter un total de 127 milliards de francs. Le démarrage des travaux a entraîné la démolition de certains bâtiments existants sur le site. Face aux contestations soulevées par ces démolitions, la réponse du porte-parole du gouvernement. Ce qui n'est pas permis, c'est la construction d'édifices, en guillemets, définitifs sur un espace public, parce qu'à tout moment, l'État peut en avoir besoin.
Et cela est dit d'ailleurs dans l'autorisation que vous avez. À tout moment, l'État peut en avoir besoin et reprendre l'espace qu'il a mis à votre disposition. Ces personnes-là le savaient. Ce n'est pas nouveau. Ces personnes sont en discussion depuis environ 1 an avec le ministère des Infrastructures économiques. Les négociations se poursuivent. Mais naturellement, si depuis l'entrée en discussion des investissements continue à se faire, ou si ces personnes-là ont réalisé des investissements contraires à ce que la loi permet, ce ne sera pas la faute de l'État. Et donc ce ne sera pas à l'État de payer cela. Sur le déguerpissement, il s'agit de personnes qui étaient en risque, vivant dans des conditions de très grosse insalubrité, sans eau potable, sans eau courante, avec l'électricité, comme vous pouvez le voir dans ce quartier, qui est volée et distribuée ensuite avec des branchements anarchiques. Donc c'est dans l'intérêt vraiment de ces personnes que cette décision a été prise. Des sites sont déjà mis à disposition, d'autres vont être mis à disposition. Différents sites à Bingerville, à Songon, à Diopodoumé, sur la route d'Alépé, etc., qui permettent à ces personnes-là, provisoirement, s'abriter quelque part. Le Conseil des ministres se réunira à nouveau le mardi 17 mars prochain. Les ministres prendront part du 18 au 20 mars à une importante réunion sur le thème de l'émergence prévue ici à Abidjan, qui verra la présence de conférenciers de haut niveau venus d'une trentaine de pays à travers le monde. Le ministre burkinabé de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité est en mission de travail ici à Abidjan. Après ses entretiens avec le Premier ministre et le chef de l'État, aujourd'hui, le colonel Auguste Denis Barry s'est rendu au siège de la commission électorale indépendante. Le point avec Gabriel Zani. Auguste Barry, ministre de l'administration du territoire, Barthélémy Kéré, président de la commission électorale nationale indépendante du Burkina Faso, ont échangé avec Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale ivoirienne. L'axe principal de cette importante rencontre, les élections à venir dans les deux pays. Nous avons échangé, je crois, de façon extrêmement positive. Nous avons la chance d'avoir 2 pays qui sont des pays frères, 2 institutions, la CENI et la CEI, qui travaillent depuis longtemps ensemble et qui ont ensemble un certain nombre de choses en commun. Les élections ont lieu en 2015 dans nos 2 pays, en Côte d'Ivoire en octobre, au Burkina en octobre. Donc, sur la base de ce que nous savons, sur la base de ce que nous avons échangé par le passé, nous pouvons donc nous projeter ensemble et préparer ces élections dans une espèce de fraternité et d'esprit de collaboration. Nous sommes venus saluer nos frères de la CI de Côte d'Ivoire, les encourager sur les défis qu'ils ont à relever, mais également partager des expériences. C'est en octobre prochain que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso iront aux élections présidentielles. La réussite de ces échéances électorales est d'une importance extrême car la stabilité de la sous-région en dépend. Une convention cadre vient d'être signée entre l'administration financière publique représentée par le Trésor et l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC. Ce partenariat, formalisé ce mercredi à la Direction générale des impôts, devrait permettre aux acteurs du système bancaire de financer la commande publique. Guy-Roger Nguessan, Francis Boifo. C'est un soulagement pour les responsables des petites et moyennes entreprises PME confrontés à des problèmes de trésorerie dans l'exécution des marchés publics. Ils bénéficient désormais de l'appui des banques et établissements financiers pour remplir leurs obligations. Cette situation difficile des PME sera désormais transférée sur les banques qui ont cette capacité en fait de pouvoir proposer à tout moment à l'État d'autres mécanismes en fait qui lui permettent en fait de pouvoir soit faire respecter ses engagements, soit à bonne date ou à terme à travers le marché financier. Cette facilitation du financement est rendue possible par la présente signature, une convention cadre entre l'administration financière publique, représentée par le Trésor, et les acteurs du système bancaire. C'est une nouvelle ère qui commence. En principe, si cette convention est correctement exécutée par les différentes parties, nos entreprises ne devaient plus se plaindre. Les banques aussi vont voir leur collaboration
s'améliorer. Parce que tout à l'heure, nous avons dit dans nos interventions que le financement, le soutien des banques aux PME gagnera à être amélioré. Chaque année, c'est au moins 500 milliards de francs CFA que le gouvernement ivoirien investit pour la commande publique. La convention cadre signée ce mercredi vient créer un meilleur environnement institutionnel, juridique et opérationnel pour fluidifier les relations État, banque et PME. On s'intéresse maintenant au retour du Bureau régional Afrique et des activités pays du BIT, le Bureau international du travail ici à Abidjan, conduisant une mission de haut niveau dans la capitale économique ivoirienne. Le directeur général adjoint du BIT, vous le voyez en image, Gilbert Ongbo, a eu un entretien avec le chef du gouvernement ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Le point de notre reporter Sidonie Davila vous sera proposé certainement dans nos prochaines éditions. Le directeur général de la fonction publique, Aka Kofi Bernard, a animé une conférence de presse hier. L'objectif était de faire le bilan des concours administratifs session 2014 qui se sont achevés le 28 février dernier. Guillaume Zéré, Franck Quadio. Le bilan relatif à la session des concours administratifs pour l'année 2014 est, selon le directeur général de la fonction publique, positif. Et dans les détails, du 10 janvier au 28 février dernier, ce sont 24 832 candidats qui ont présenté les 206 concours lancés par le ministère de la fonction publique. Pour plus de crédibilité donc, les organisateurs ont instauré de nouvelles méthodes tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l'organisation. La première innovation, c'est le recours massif au QCM, les questions à choix multiples. Deuxième élément d'innovation, on a fait recours de façon massive aux enseignants du supérieur, ce qui a permis de créer des structures de coordination et de supervision. Dernier élément d'innovation, c'est l'introduction de l'ordinateur dans la composition. Pour la publication des résultats, les organisateurs disent avoir répondu aux exigences actuelles. Les résultats sont entendus exclusivement sur le site de la fonction publique, qui est ceci, www.fonctionpublique.igouv.ci. Bien entendu, avec l'achèvement de la session 2014, qui va être couronnée par la proclamation des résultats aux alentours du 20 mars 2015, l'ouverture de la session 2015 des concours administratifs qui interviendra aux alentours du mois de mai 2015. Cette session des concours de la fonction publique lancée le 21 mai 2014 est la première depuis la fin des troubles survenus en 2010. Dans l'actualité judiciaire, 15 personnes sont suspectées de meurtre, d'assassinat, de vol et de complicité dans l'assassinat du général Robert Guéhi. Les noms de ces personnes ont été rendus publics ce mercredi par le magistrat colonel Ange-Kessi Kwame. Parmi les inculpés, 3 sont déjà en prison pour d'autres charges. 4 autres viennent d'être interpellés. L'éclairage de Gabriel Zani. La liste des présumés suspects dans l'assassinat du général Robert Guéhi est aujourd'hui officielle. Les noms de Bleu Dogbo, général de brigade, Jean Abéhi, commandant en second de la garde républicaine, et de Seka Yapo Anselme, commandant à la gendarmerie nationale au moment des faits, figurent en tête de la liste des 15 suspects. Une quarantaine de témoins ont été entendus depuis septembre 2012, date d'ouverture de l'enquête, pour faire la lumière sur les circonstances troubles de cet assassinat. C'est un total de 15 personnes qui sont inculpées de meurtre, assassinat, vol, enlèvement et complicité. Parmi eux, 3 sont déjà arrêtés, dont le général de Boblé, le commandant Seka et le colonel Katé. Et 4 autres également sont arrêtés. Donc, sur les 15 personnes impliquées dans cette affaire, il y a 7 qui sont arrêtés. Selon Ange Kessi, la liste publiée ce jour est provisoire. L'enquête a été bouclée depuis novembre 2014. Le juge d'instruction a été déjà saisi. Maintenant commence l'information judiciaire pour situer les responsabilités dans l'assassinat du général. Le procès prendra fin en juin prochain. Mais pour le moment, ce sont des suspects. Il faut qu'on se mette d'accord. Ce ne sont pas des personnes qui ont donné la mort au général Guéhi, ce sont des personnes suspectes. Et ces 15 personnes-là seront traduites devant le juge d'instruction qui, à son tour, va renvoyer en cas de besoin. Il se peut que ces 15 personnes n'aient rien fait. Il se peut également que d'autres personnes, au cours de l'instruction préparatoire qui va avoir lieu, soient ajoutées, comme ceux-là aussi peuvent être retranchés. Je vous le dis, il s'agit d'une procédure judiciaire. C'est juste à la fin de la déclaration du verdict qu'on saura
effectivement qui a tué le général Gueye. Le 11 septembre 2012, parents ayant droit du général et son épouse ont saisi le commissaire du gouvernement d'une plainte contre X pour assassinat. Et au moment où on aborde cette actualité judiciaire, nous recevons pour vous, chez vous, le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Niédéba Coulibaly. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Diarra-Souba. Quel commentaire faites-vous, dites-nous tout de suite, de l'ouverture de ce procès sur l'assassinat du général Robert Gueye? Eh bien, je me félicite que ce procès ait maintenant lieu. Vous savez que c'était un événement, la mort du général Gueye, c'est un événement qui a marqué l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de rumeurs aujourd'hui où la justice va avoir l'opportunité de fixer les charges et de reconnaître ceux qui seront poursuivis, parce que pour l'instant, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas encore le procès. Ce sont des procédures qui vont se mener, comme le disait le commissaire. Eh bien, moi, je suis heureux que la justice militaire, tout comme la justice civile ivoirienne, progresse dans les événements donc, qui ont jalonné notre pays. D'accord, justement, parlant de la justice civile, monsieur le ministre, vous le savez, l'actualité judiciaire a aussi marqué par le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien dit n'avoir aucunement interféré dans la condamnation de Simone Gbagbo. Mais bien sûr que le gouvernement n'a pas interféré dans la condamnation de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo a fait l'objet de procédures judiciaires comme tout citoyen de Côte d'Ivoire. Et vous avez bien noté, aujourd'hui, on parle des personnes condamnées, mais à l'issue de ce procès, il y en a eu qui ont été acquittés, dont certains de vos collègues d'ailleurs. Donc c'est la preuve que la justice a travaillé en toute sérénité, a trié les responsabilités, a choisi les personnes contre qui les jurés. Parce que ce qu'il faut noter, c'est que les procès d'assises mettent à contribution la société civile. Les jurés, ce sont des personnes qui représentent la société dans laquelle nous vivons. Ils ont leur ressentiment. Ils ne sont pas des techniciens, certes, mais lorsque le procès se déroule, leur avis est demandé, le quantum de la peine est partagé avec les membres du jury. Et donc, à notre avis, la justice a fait son travail en toute sérénité. Et au lendemain de ce verdict donné par la justice ivoirienne sur le cas de Simone Gbagbo, Human Rights Watch a annoncé aujourd'hui qu'il ne renonçait pas à au transfèrement de l'ex-première dame ivoirienne à la CPI. Qu'en dites-vous? Mais Human Rights Watch demande actuellement que la première dame soit déférée devant les juridictions internationales. Mais la Côte d'Ivoire a suffisamment indiqué sa position dans ce domaine-là. Nous venons de le démontrer. Parce qu'il faut reconnaître que le doute existait. Personne ne donnait cher la justice ivoirienne de pouvoir conduire à terme un tel procès. Le nombre d'inculpés, les circonstances, parce que ça fait bientôt 18 ans que nous avons rompu avec les assises. Donc en les reprenant, personne n'imaginait que nous aurions pu aller à terme de ce procès. Mais vous avez suivi les débats, ils ont été libres. Certains ont dit des choses qui, sous d'autres ciels, n'aurait pas pu être admis, ce qui démontre bien que c'était un procès libre, transparent, et que les charges qui ont été retenues ont été avérées contre les personnes. Que Human Rights Watch demande que Simone Gbagbo aille à la CPI, je ne sais pour quelle raison. Parce que si c'est pour les infrastructures, nous les avons. Si c'est pour notre capacité à juger, nous venons d'en faire la preuve. Nous continuons à dire que nous sommes mieux placés que toute autre juridiction pour juger Simone Gbagbo. Monsieur le ministre, autre sujet que nous abordons avec vous, vous vous apprêtez à présider les travaux du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Pourriez-vous déjà nous expliquer en quelques mots les missions de cette organisation, succinctement? Oui, merci. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires est une institution d'intégration juridique qui a été mise en place par 17 États, et cela depuis 1993. Les États africains et même de l'océan Atlantique Indien ont déterminé que le fait d'avoir une seule législation en matière des affaires faciliterait donc l'émergence de nos États. Ils ont donc mis en place à Port-Louis cette institution qu'est l'OHADA. L'OHADA aujourd'hui, après plus de 20 ans, donc, a son siège qui est transféré momentanément en Côte d'Ivoire, parce qu'il faut le dire, le Conseil des ministres est présidé chaque année par un État membre. La Côte d'Ivoire s'honore pour la première fois pour présider cette instance, et donc dès demain, nous ouvrirons à Abidjan
les travaux de cette institution qui est à sa 38e session. Et quelles seront les principales questions que vous traiterez demain? Eh bien, à ce niveau, nous avons le besoin donc de doter notre institution du budget parce que nous avons eu quelques difficultés pour l'année passée de doter notre institution d'un budget de fonctionnement. Nous allons demain nous y atteler. Nous allons également renforcer les capacités de cette institution à travers donc, la Cour commune de justice qui en fait beaucoup pour les 17 États membres. Aujourd'hui, nous allons donc accroître le nombre de juges pour permettre à l'OHADA d'être de plus en plus opérationnel, disons fonctionnel avec la Cour commune de justice. D'accord. Dernière question, Monsieur le ministre. Quelle est l'impulsion que la Côte d'Ivoire entend donner à l'organisation pour marquer sa présidence? Eh bien, vous le savez, la Côte d'Ivoire est inscrite dans un mouvement d'émergence, comme l'a prôné le chef de l'État. En toute chose, lorsque nous devons intervenir, nous devons avoir ce cap en objectif. Donc pour nous, il s'agit d'impulser au Conseil des ministres de l'OHADA une vision qui va nous amener effectivement vers aussi l'émergence de cette institution, qui aujourd'hui, j'avoue, est déjà une fierté, parce que beaucoup de nos partenaires étrangers, techniques et financiers admirent cette manière pour les Africains de pouvoir à 17 se mettre d'accord pour avoir une seule loi applicable dans les 17 territoires et prendre des décisions qui concernent la gestion de leurs deniers publics à travers les budgets des institutions de l'OHADA. Donc nous nous félicitons que cela soit déjà et nous comptons y apporter modestement toute notre énergie pour que l'OHADA aille de l'avant et que nos pays et surtout nos populations qui sont concernées par ces questions-là aient un meilleur essor. Merci infiniment à vous, Monsieur le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, Mamadou Nyeneba Coulibaly. Avec vous, on a évoqué l'actualité judiciaire marquée par le procès de Simone Gbagbo ainsi que l'ouverture du procès relatif à l'assassinat du général Robert Gueye. Et enfin, on a parlé du Conseil des ministres de l'OHADA que vous présidez. Une rencontre s'ouvre demain à cet effet. Également, on l'a appris dans la journée, pour poursuivre dans l'actualité judiciaire, la Cour pénale internationale CPI a annoncé qu'elle jugerait l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au cours d'un seul procès, les deux hommes étant accusés des mêmes chefs lors des violences post-électorales de 2010-2011 ici en Côte d'Ivoire. On en vient à ce qui ressemble à la fin de l'enclavement pour les habitants de Jacquesville. Le pont menant à la ville en phase terminale n'attend plus que d'être livré. En prélude donc à l'inauguration prochaine, le directeur de l'agence de gestion des routes AGEROUTE a effectué une visite de chantier lundi pour se rendre compte de la finition effective de l'ouvrage. Sidonie Davila. Soulagement pour les populations de Jacquesville. Le pont tant attendu sera bientôt livré. L'agence de gestion des routes AGEROUTE, maître d'ouvrage délégué, s'est rendu sur le site en vue de s'assurer de la bonne finition de l'ouvrage avant son inauguration. La partie, le gros œuvre est terminée. On est vraiment en train de faire juste le revêtement ici. On va passer encore une couche de bitume et puis sur les accotements. Et puis il restera la station de péage à terminer. Le pont de Jacquesville est un pont à péage d'une longueur de 608 mètres et une largeur de 10,5 mètres, dont 2 trottoirs de 1,5 mètre chacun. Le coût du projet s'élève à 20 milliards et demi de francs CFA, financé par les bailleurs de fonds et l'État de Côte d'Ivoire. Le projet a débuté en 2009. Aujourd'hui, il n'attend plus que d'être livré. L'AGEROUTE a assuré la gestion du projet en tant que maître d'ouvrage délégué. Et bien entendu, le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures économiques qui a donc eu l'initiative de construire ce pont. Aujourd'hui, pour pouvoir maintenir ce pont en état, ce sera à péage, donc tous les automobilistes vont payer le pont. Les populations de Jacquesville vont désormais rallier Abidjan-Jacquesville dans de meilleures conditions. Fini donc les désagréments causés par le bac qui ne sera plus qu'un souvenir dans l'histoire de Jacquesville. EcoPlus ce soir nous mène à la porte de Versailles de Paris. C'est là-bas que s'est tenu le Salon de l'agriculture. Le rendez-vous annuel du monde des agriculteurs s'est tenu du 21 février au 1er mars à Versailles. 22 pays avec en tête la France ont célébré l'agriculture, son présent et son avenir à travers le thème « L'agriculture en mouvement pour nourrir le monde ».
La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, a honoré ce rendez-vous annuel avec un double objectif. D'abord, s'informer sur les avancées dans le domaine agricole pour maintenir son leadership ouest-africain, voire régional, mondial aussi même. L'autre raison, vendre le Sahara, le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques d'Abidjan. Le bilan de cette participation dans ce sujet, signé Noël Niagno. Salon international de l'agriculture de Paris-Versailles. Voici plus d'un demi-siècle que ça dure. Un rendez-vous annuel pour les acteurs du secteur agricole et de l'élevage. 4 champs agricoles sont concernés. L'élevage et ses filières, la gastronomie de France et de partout dans le monde, les cultures et filières végétales, les métiers et services de l'agriculteur. Objectif premier, réconcilier les Français avec leur agriculture. C'est un rendez-vous à la fois professionnel, avec le concours général, les animaux, le concours des vins, le concours de tous les produits. Et puis c'est un rendez-vous avec les Français. Et il y a beaucoup de compatriotes qui ne connaissent pas l'agriculture et qui viennent pour découvrir l'agriculture ici. Tous les ans, ils sont plusieurs centaines de milliers de Français à visiter le salon. Au-delà de la France, mondialisation oblige, le reste du monde est là avec chacun son identité propre pour conquérir des parts de marché, échanger, exploiter les opportunités d'affaires, mobiliser des partenaires. C'est le cas de la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Chaque année, il y a de nouvelles expériences, de nouvelles variétés qui sont mises au point. Et cela permet à nos instituts de recherche et bien sûr à nos acteurs aussi de venir s'imprégner des innovations technologiques dans le domaine agricole. Corriger l'image écornée de l'huile de palme de Côte d'Ivoire fait partie des objectifs de la participation ivoirienne de cette année. L'huile de palme fait l'objet d'attaques injustifiées. Pour nous, c'était l'occasion de présenter la réalité des faits en ce qui concerne la production de cette huile dans notre pays. Nous avons choisi d'exposer un mannequin de tradition ivoirienne, une femme, pour bien démontrer comment l'huile de palme joue un rôle important dans notre culture à travers l'esthétique, donc avec ces savons traditionnels Kabakuru qui sont exposés ici à Paris. Également de la margarine, tous les produits qui sont déviés de l'huile de palme et qui participent donc à la beauté des femmes depuis des siècles et des siècles. Prospecter pour la mécanisation de l'agriculture ivoirienne, la rendre attractive pour la jeunesse en tenant compte de sa nature. Une affaire de petits planteurs sur les superficies moyennes de 5 hectares. Une agriculture qui va bénéficier d'ailleurs d'un soutien de taille. Propos du ministre français de l'Agriculture. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et on va y développer des coopérations et on a mis en place un attaché agricole pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et donc on veut coopérer avec la Côte d'Ivoire en particulier. Mais sur l'Afrique de l'Ouest, il y a des gros enjeux, un gros potentiel et on a besoin d'aider à structurer. D'autres centres d'intérêt de la Côte d'Ivoire, les questions du changement climatique et de la formation. On savait qu'il allait y avoir beaucoup d'exposés sur les questions du changement climatique, les questions du machinisme. Nous avons pris ces points-là comme des points importants pour nous. Et c'est pour ça que nous concentrons nos efforts à écouter ce que les autres font pour pouvoir mieux adapter la réponse que nous devons apporter à nos paysans sur place. Point d'orgue de la participation ivoirienne au Salon international de l'agriculture de Paris, vendre le Sahara. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales 2015. La participation de notre pays cette année revêt un caractère particulier, en ce sens que nous avons décidé, à la demande du Premier ministre et du Président de la République, de relancer le Sahara, le Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Et c'est pour nous l'occasion d'annoncer aux acteurs du secteur ici même à Paris et de les inviter à venir à Abidjan du 3 au 12 avril. Pour cette offensive, les autorités ivoiriennes ont mobilisé 2 ministres et leurs proches collaborateurs. 2 ministres complémentaires pour réussir une chose, renforcer le leadership de la Côte d'Ivoire agricole dans la sous-région et les premiers résultats sont prometteurs. Notre objectif, c'est de faire venir des races telles que la race limousine, la race charolaise et la montbéliarde. Nous sommes tombés d'accord sur un principe pour permettre aux animaux d'accéder au Sahara. Notre objectif, c'est de pouvoir transposer une partie du salon au niveau du Sahara en Côte d'Ivoire. Nous, en général, c'est une promotion à l'échelle internationale, là où il y a un marché,
Et on y est, on a un potentiel énorme. Et puis surtout avec nos pays frères et surtout avec les pays du continent africain, c'est avec justement ça, c'est un grand plaisir et honneur pour nous qu'on soit présents. Le Salon de Paris a fermé ses portes. Place maintenant au SARA, Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, qui reprend du service du 3 au 12 avril prochain.